Avant de passer à une petite démo technique en fin de séance, je vais rappeler un petit peu justement qu'est-ce que le Zero Trust, pourquoi on parle beaucoup de Zero Trust ces dernières années, le rôle du PAM, donc la gestion des privilèges dans le Zero Trust, et Beyond Trust qui fait du PAM justement notre place pour le Zero Trust. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, le Zero Trust c'est un concept quand même assez vague qui s'affine ces dernières années, mais qui ne concerne pas une technologie spécifique. Il n'y a pas de meilleure façon d'implémenter le Zero Trust. Donc ça peut dire beaucoup de choses. Une des définitions, par exemple du NIST, qui est un organisme national, si je reprends la définition, c'est un ensemble de paradigmes de sécurité en évolution qui font passer les défenses d'un périmètre statique basé sur le réseau à un périmètre centré sur les utilisateurs, les actifs et les ressources. Globalement, ça veut dire qu'on ne va plus avoir une défense très statique qui va se contenter de défendre le périmètre réseau, le périmètre des accès, mais on va avoir un objectif de contrôler tous les accès aux ressources, les accès aux données, les accès aux différents services, autorisés ou non autorisés, avec un contrôle granulaire de tous ces accès. Contrôle granulaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va contrôler qui va lancer une application, qui va se connecter à un serveur et qui va accéder au réseau de l'entreprise. Et justement maîtriser tous ces accès. Globalement, pourquoi on fait du Zero Trust et pourquoi on en voit de plus en plus ces dernières années? Alors, il y a deux raisons principales. La première, c'est l'évolution des données, l'évolution des supports sur lesquels sont ces données et l'évolution des services, où on est passé d'il y a maintenant une dizaine d'années des données qui étaient très sur site, sur des serveurs physiques ou virtuels, à de plus en plus de supports, de plus en plus de réseaux plus ou moins maîtrisés sur lesquels vont être ces données. Typiquement, ces dernières années, on va avoir de plus en plus d'IoT qui vont être plus ou moins critiques. Et récemment, des données DevOps avec des environnements éphémères, etc., de plus en plus compliqués à contrôler en termes d'accès, en termes de répartition de données, où se trouve la donnée. C'est déjà une approche qui fait qu'on a un besoin de contrôler qui va avoir accès à ces données, où sont ces données. Et le deuxième, l'axe le plus assez récent, qui a explosé ces dernières années, surtout ces 2 dernières années, c'est l'explosion du télétravail et de la mobilité. On va avoir des utilisateurs qui vont être partout, qui vont être chez eux, qui vont être sur des sites de coworking potentiellement non maîtrisés. On ne sait pas forcément justement d'où vont accéder les utilisateurs, qui va potentiellement avoir accès à un ordinateur dont la session n'est pas fermée. Et donc on va avoir un besoin de tracer et de contrôler justement tous les utilisateurs, même les utilisateurs qu'on va considérer comme sûrs, connectés en VPN, connectés depuis des réseaux qu'on va considérer comme validés. Et c'est pour ça qu'il va falloir changer de paradigme sur ces contrôles pour ces deux raisons principales. En termes de paradigme, alors vous avez peut-être déjà vu ces images, on va passer d'un modèle traditionnel du château fort, c'est l'ancien modèle en termes de sécurité, où on considérait que tout le réseau interne, un peu à l'intérieur du château, allait être sûr. On va faire confiance à toutes les personnes qui sont sur le réseau interne, toutes les personnes qui sont connectées en VPN, toutes les personnes qui sont authentifiées. Et donc on avait une défense périmétrique, réseau, VPN, etc. À un modèle Zero Trust où on va, pour prendre une image, un peu être à l'image d'un hôtel dans lequel une personne va être identifiée quand elle va arriver, avec son identité, son badge, etc. Mais elle ne va pas avoir accès à tout l'hôtel. Elle aura accès potentiellement à sa chambre. Et donc elle sera la seule à avoir accès à cette chambre. Elle aura accès à des zones communes, que ce soit des zones de conférence, des restaurants, etc., encore authentifiants. Et elle n'aura pas accès non plus aux étages du staff, aux zones privées, etc. Parce que un utilisateur ne doit pas accéder à tout le réseau d'une entreprise. Un utilisateur, même un administrateur, n'aura accès que à ses parties. Et le tout avec un monitoring continu. C'est un grand principe du Zero Trust qu'on va voir juste après. C'est la surveillance. Dans les hôtels, on a des caméras, on a de la surveillance, même dans les parties entre guillemets qu'on va considérer comme sûres. Parce que justement, le Zero Trust, c'est ne pas faire confiance, même une fois qu'on a authentifié un utilisateur. Derrière, on ne sait pas ce que va faire cet utilisateur. Potentiellement, il va vouloir faire des actes malicieux ou attaquer le réseau, même une fois connecté en interne. Donc les 3 grands principes du Zero Trust, si on résume de façon très macro. Le premier, ça va être les accès sécurisés de bout en bout. C'est un grand principe, on va dire, technique du Zero Trust, c'est de tout chiffrer, que ce soit les données, les flux. Il y a eu un grand débat entre guillemets dans la sécurité. Est-ce qu'il faut chiffrer les flux ou pas pour pouvoir les auditer? Typiquement les flux Internet. Le principe du Zero Trust, c'est qu'on part du principe qu'il faut tout sécuriser, les flux utilisateurs, les flux d'applicatifs, etc. Voilà, c'est vraiment un principe, on va dire, plutôt technique de tout sécuriser en termes d'accès, en termes de ressources, authentifiées en permanence, avoir du multifacteur si possible. Mais voilà, c'est un des premiers principes.
Le deuxième principe, et on y reviendra après dans une courte démonstration, ça va être le moindre privilège. Un utilisateur ne doit pas avoir accès à plus de fonctionnalités, plus de données, plus d'équipements dont il a besoin au quotidien. C'est-à-dire qu'un administrateur réseau n'est pas censé avoir accès au serveur, un administrateur métier n'est pas censé avoir accès aux équipements réseau, et un administrateur développeur, par exemple, n'est pas censé avoir accès à toutes ces données sur son poste de travail, n'est pas censé avoir accès au firewall, etc. Chacun doit avoir accès uniquement à ses missions, ses données et du coup les données sur lesquelles un utilisateur va avoir besoin au quotidien. Et le troisième principe principal du Zero Trust, ça va être vraiment le monitoring, l'enregistrement des activités continues et l'analyse de ces données. Justement, l'enregistrement ne suffit pas, il faut justement avoir une analyse de ces données pour de la surveillance permanente, justement, pour pouvoir savoir qui fait quoi, relever des alertes par des solutions de sécurité qui vont être dédiées à cet effet. Donc globalement, ça représente beaucoup de choses, ça représente beaucoup de solutions. Il n'y a pas de solution miracle Zero Trust. Si on vous a vendu une solution qui fait du Zero Trust de bout en bout, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Ça va être un ensemble de solutions, que ce soit réseau avec des équipements type VPN, des firewalls, etc. Des équipements plutôt de contrôle de l'authentification, avec les fournisseurs d'identité, les fournisseurs de multifacteurs, les fournisseurs de gestion des privilèges, comme on va le voir juste après. Ça va être vraiment un ensemble de solutions qui vont permettre d'avoir du Zero Trust. Et un autre point qui va être important, c'est que le Zero Trust, c'est très facile à faire quand vous allez construire un nouveau réseau. Par contre, sur des réseaux historiques qui ont plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, ça peut parfois être très compliqué. Et c'est pour ça que justement on propose des solutions qui vont s'intégrer dans les réseaux existants, dans les systèmes existants, pour implémenter ce Zero Trust. Donc la gestion des privilèges dans le Zero Trust, à quoi ça va servir? Ça va servir justement à auditer, gérer et documenter tous ces accès à privilèges, que ce soit des accès réseau, des accès à des ressources web, des accès à des postes de travail, pour gérer tous les privilèges qu'on peut avoir, que ce soit des comptes administrateurs, des locaux, des comptes administrateurs de domaine, des comptes administrateurs applicatifs. Le PAM va être là pour gérer ces accès, donner les accès aux moindres privilèges, documenter qui a accédé à quoi ou qui a accès à quoi pour des revues d'habilitation, et justement gérer toutes ces autorisations. Beyond Trust, qui est une société qui fait uniquement de la gestion des privilèges, pour protéger et gérer ces différents accès et réduire la surface d'attaque globalement d'une entreprise, on va proposer trois grands actes de protection qui vont s'intégrer avec une stratégie Zero Trust. La première, ça va être la gestion des mots de passe. Dans une entreprise, on peut avoir beaucoup de mots de passe, des mots de passe partagés, des mots de passe administrateurs, des mots de passe locaux, parfois nécessaires. On va avoir des équipements sur lesquels on ne peut pas avoir de compte personnel. Il va falloir gérer ces mots de passe, faire de la rotation sur ces mots de passe et pouvoir justement protéger l'ensemble des équipements de ces attaques qui utilisent régulièrement des mots de passe en dur, des mots de passe dans des applications. La deuxième partie, ça va être vraiment sur les postes de travail et sur les serveurs, la gestion des endpoints et la gestion des privilèges sur ces endpoints. On a beaucoup de métiers qui nécessitent d'avoir des droits d'administrateurs, que ce soit des développeurs, des administrateurs réseau, des administrateurs système. Néanmoins, les droits d'administrateurs, comme ils sont gérés aujourd'hui sur Windows et Mac, entre autres, ça va être tout ou rien. Un développeur, on va souvent lui donner tous les droits d'administration sur son poste pour pouvoir installer des applications, pour pouvoir lancer du Visual Studio, lancer des applications de développeurs. Et ça va être justement comment pouvoir réduire ces droits tout en laissant un développeur travailler et effectuer ses missions quotidiennes. Et le troisième, ça va être vraiment la sécurisation des accès distants. Comment j'autorise des prestataires à se connecter à mon réseau, comment j'autorise des vendeurs à se connecter pour faire du troubleshooting sur mon réseau de façon sécurisée, de façon surveillée en continu. Donc aujourd'hui, je fais un focus sur le point du milieu, parce qu'en termes de démo, on a un temps limité. Mais sur la partie gestion du endpoint, plus particulièrement, la gestion des privilèges sur les endpoints va s'intégrer sur un écosystème de sécurité sur les endpoints. La sécurité sur les endpoints, ce n'est pas une solution unique. On va retrouver de façon assez historique l'antivirus, que tout le monde connaît, qui va détecter les logiciels malveillants sur une base de signatures ou de comportements connus. On va retrouver plus récemment les EDR, qui vont, toujours pareil, sur la base d'événements détectés, amener de la surveillance continue et de la réactivité continue sur la base d'événements de sécurité. Et tout un écosystème autour, des SIEM, des proxys, des proxys mail, des proxys web, qui sont souvent déjà en place. La gestion des privilèges qu'on va pouvoir rajouter à cet environnement va pouvoir supprimer les droits administrateurs trop élevés. C'est-à-dire avant même qu'un virus soit détecté, avant même qu'une menace soit détectée, on va limiter les droits potentiels qu'une menace va pouvoir avoir. Typiquement, un virus ne doit pas pouvoir accéder à des droits administrateurs, on va y contribuer. Et le deuxième volet de la gestion des privilèges sur les endpoints, ça va être vraiment gérer les applications qui vont être déployées sur ces postes. Un développeur, quelles applications vont pouvoir être lancées par un développeur, quels services entre guillemets Microsoft ou Windows vont pouvoir être déployés par un développeur.
Donc voilà, globalement, la sécurité des endpoints va permettre le zéro trust, dans le sens où on ne va plus autoriser l'utilisateur, on ne va plus faire confiance à des administrateurs de leur poste. On va leur donner tous les droits nécessaires pour faire leur métier, mais avec du contrôle, avec des fonctionnalités de workflow qu'on va voir juste après, pour justement effectuer cette gestion des privilèges sur les endpoints. Donc, une petite démonstration justement de cette suppression des droits d'administrateur, comment on va pouvoir supprimer les droits d'administrateur pour un développeur, comment on va pouvoir donner des droits de lancer une application qui a besoin de privilèges à un utilisateur qui n'en a pas. Hop. Donc là, je suis sur un poste de travail classique. Je suis un développeur qui va se connecter à ma machine. Donc j'ai des droits standards sur ma machine. Je ne fais pas partie du groupe d'administrateurs local. Je n'ai pas la possibilité d'installer de nouvelles applications par défaut si je n'ai pas de solution de gestion des privilèges. Mais par contre, pour mon métier quotidien de développeur, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir justement ces privilèges d'installation d'applications, de lancer mes applications qui ont des privilèges. Et comment je vais faire si je n'ai pas les privilèges. Donc on a une solution qui se base sur la base d'un agent. On a un agent Beyond Trust qui va gérer les privilèges en local. Donc cet agent lui est déployé avec des droits d'administrateur et c'est cet agent qui va intercepter justement tous les lancements d'applications, tous les lancements de fonctionnalités Windows et définir sur la base d'une matrice de droits si mon utilisateur en tant que développeur a les droits ou en tant qu'utilisateur métier a les droits pour installer ou pas une application. Et typiquement, si je prends un développeur qui doit installer des applications, je vais prendre Notepad, par exemple ici. Notepad a besoin des droits d'administrateur pour s'installer. Par défaut, si je ne suis pas administrateur de mon poste, je ne pourrais pas l'installer. J'aurais besoin de contacter mon helpdesk, j'aurais besoin de passer du temps avec mon équipe helpdesk pour qu'ils installent mon application. Ou alors, si j'ai un compte administrateur, je suis potentiellement à risque de sécurité parce que j'ai trop de droits, entre guillemets. Je vais pouvoir aussi faire des fonctionnalités qui vont ne pas être autorisées pour un développeur standard. Et donc, notre solution, ce qu'elle va faire, c'est quand je vais vouloir installer une application, cette application va être référencée dans mon profil. Alors, ce type d'application va être référencé dans mon profil. Donc vous voyez que l'UAC Windows change un peu. Donc on passe d'une UAC Windows à une UAC Beyond Trust ici, donc qui est personnalisable. Et donc sur la base d'une raison que je vais pouvoir fournir, qui est préconfigurée, ou sur la base d'une raison que j'aurais pu fournir manuellement, je vais pouvoir choisir d'installer mon application. Hop. Et donc quand je vais faire ça, donc je ne vais pas lancer l'application en tant qu'un autre utilisateur. C'est vraiment mon utilisateur courant qui va avoir une élévation de privilèges pour cette application. Donc c'est vraiment du just-in-time. C'est cette application aujourd'hui que je vais avoir les droits pour installer en tant qu'administrateur. Et donc ça va permettre à des développeurs d'avoir des droits avancés qu'ils n'auraient pas par défaut s'ils avaient un compte standard. Au même titre, si mon développeur, je vais annuler, veut faire des changements, on va dire, de réseau, pour des raisons, il a besoin de changer son IP, il a besoin de changer des droits sur son poste de travail. J'ai besoin d'aller changer les propriétés réseau. Pareil, on va avoir un prompt spécifique qui va m'autoriser à aller changer mes paramètres réseau. Je ne suis pas administrateur de mon poste, mais on considère qu'aller changer les paramètres réseau, changer une IP, changer de DNS, c'est une fonctionnalité dont les développeurs ont besoin pour faire des tests applicatifs, pour développer des applications, que ce soit sur leur machine ou sur des machines virtuelles. Et donc là, simplement en choisissant oui, le prompt a changé parce que c'est encore entre guillemets une fonctionnalité encore plus classique. On considère qu'on n'a pas besoin de raison pour changer une IP pour un développeur. Mon développeur va pouvoir aller changer son IP facilement. Au contraire, on va avoir des fonctionnalités plutôt sécurité. Hop. Typiquement, désactiver le firewall, désactiver l'antivirus. C'est des fonctionnalités qu'on va considérer comme critiques, qui vont baisser le niveau de sécurité de l'entreprise, baisser le niveau de sécurité du poste. Là, on va avoir un prompt qui va changer encore. Vous voyez que là, mon développeur, tout seul, il ne peut pas aller désactiver le firewall. Je vais devoir passer par mon helpdesk, passer par mon équipe sécurité pour avoir un workflow. Donc là, je vous ai mis un mode offline qui permet d'avoir un code de réponse de la part des équipes helpdesk pour désactiver le firewall. Ça pourrait être une intégration avec un outil ticketing, avec un outil d'authentification multifacteur. On va avoir plusieurs possibilités. L'idée, c'est vraiment d'interdire certaines fonctionnalités qui vont baisser le niveau de sécurité, ici le firewall, tout en laissant l'utilisateur élever ses privilèges pour d'autres applications. Typiquement, installer Notepad, installer Visual Studio, lancer des applications à privilèges, ça va être des fonctionnalités dont on va avoir besoin. Au contraire, on peut avoir des applications qui n'ont pas de privilèges, parfois qui vont poser un risque pour l'entreprise. Là, typiquement, j'ai un uTorrent sur mon poste de travail. uTorrent c'est une application portable, n'a pas besoin de privilèges spécifiques.
Ben, avec du contrôle applicatif, on va pouvoir aussi définir ce qu'on appelle des blacklists, des listes noires applicatives. Et là, mon exécutable va être bloqué. C'est avant même l'élévation de privilèges, c'est juste qu'on va détecter qu'il fait partie d'une catégorie interdite par l'entreprise. On va pouvoir rediriger un lien vers la politique de l'entreprise. Il y a des applications de partage de fichiers, des applications de chat, des applications de téléchargement de fichiers vont pouvoir être interdites à ces utilisateurs. Donc globalement, on va pouvoir définir de façon très précise les droits de mon utilisateur en fonction de différents workflows. Par exemple, si je prends celui-là, je pense. Un autre exemple de workflow qu'on pourrait avoir, c'est un besoin d'authentification multifacteur pour avoir les droits d'installer une application. Ça peut être des applications qu'on considère nécessitant un droit spécifique qui va être contrôlé avec du multifacteur. Donc ça peut être de l'authentification Azure, de l'authentification SAML, Okta, ce que vous voulez. Mais on va pouvoir avoir des workflows spécifiques. Par exemple ici, parce que l'éditeur de la solution est inconnu, on considère que c'est potentiellement un risque. On va nécessiter une étape nécessaire pour responsabiliser les développeurs, tout en les laissant autonomes. L'idée, c'est vraiment que le développeur, les administrateurs système, les administrateurs réseau puissent continuer à travailler. Mais l'idée, c'est de pouvoir contrôler justement tout ce qui va être fait derrière. Derrière, on parlait tout à l'heure aussi de protection 0-day. On va aussi contrôler, donc là c'est les accès humains, les accès applicatifs. Un utilisateur qui va avoir des privilèges ou non, quand il va lancer un fichier Excel classique. Typiquement, on a deux fichiers Excel ici. Le fichier 2019, classique, on va l'ouvrir. On a des macros activés parce que l'utilisateur en a besoin de son quotidien. On a beaucoup de fichiers qui nécessitent des macros. L'utilisateur veut lancer son nouveau fichier. Et là, on voit qu'il y a un peu de traitement. Le fichier, par défaut, va avoir besoin de chiffrer mon poste. On voit que le fichier a été bloqué. Voilà, j'ai pas eu de pop-up sur le partage d'écran, bizarrement. Moi, je l'ai eu de mon côté. Bon, c'est un petit bug d'affichage, je pense. Mais globalement, l'agent Beyond Trust, voilà, a été bloqué en avance, va permettre aussi de bloquer tous les appels d'applications, que ce soit les applications Office, les applications web, en contrôlant les processus lancés par ces applications. Typiquement, un fichier Excel n'est pas censé appeler du PowerShell, n'est pas censé aller appeler un exécutable. Un fichier Excel, il est censé avoir des macros uniquement pour travailler au sein du fichier, appeler des fichiers texte ou des fichiers sources, mais on n'est pas censé appeler des fichiers ce qu'on va dire à risque. Pareil pour un navigateur, un navigateur Chrome, un navigateur Firefox n'est pas censé aller appeler des fichiers script, des fichiers exécutables derrière. Et ça, c'est l'agent qui va permettre de contrôler tout ce que va faire, ces applications sur le poste de travail. Donc là, ça va être vraiment cette partie contrôle qui va faire partie du Zero Trust. Et l'autre partie du Zero Trust que j'ai accentuée, c'est la partie monitoring. La partie monitoring, c'est-à-dire qu'est-ce que font les utilisateurs, à quelle application ont accédé mes utilisateurs. Et là, alors, hop. J'ai plus accès à Internet. C'est pratique. Bon, c'est pas grave. L'idée, c'est derrière d'avoir du reporting global de tout ce qu'un utilisateur a fait, de façon locale, de façon online, etc. Et derrière, on va avoir un reporting d'entreprise, classifier quels utilisateurs sont administrateurs de leur poste, quels utilisateurs ont lancé des applications interdites, quels utilisateurs ont lancé des applications autorisées, pour avoir justement au niveau décisionnaire une vision, et niveau sécurité, une vision globale du poste de travail. Pour résumer, le PAM est une partie essentielle du Zero Trust, mais ce n'est qu'une partie. On va avoir beaucoup d'autres solutions qui vont être nécessaires au Zero Trust. Mais nous, on va s'intégrer dans cette démarche par l'application du principe du moindre privilège. Je vous en ai montré une partie aujourd'hui avec l'accès poste de travail, l'accès contrôle vraiment des privilèges sur les postes. Mais ça va aussi représenter les accès moindre privilège réseau, les accès moindre privilège applicatifs au sens accès à distance. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir différentes fonctionnalités au sein du PAM pour couvrir tous ces use cases différents. On peut le voir également, le just-in-time qui est régulièrement répété dans le Zero Trust, peu importe les organismes qui vont en parler, vont pouvoir être contrôlés avec du PAM pour l'accès aux applications, aux sessions et aux équipements. J'en ai fini avec mes présentations. N'hésitez pas à passer si vous voulez plus de détails sur cette solution ou sur une autre solution sur notre stand, qui est le stand C7. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute tout de suite avant le prochain candidat. Voilà, si vous avez des questions, je peux passer le micro dans l'assistance. N'hésitez pas à lever la main.
vais passer par derrière. Bonjour, Didier Vierge, Thales. Est-ce que la partie gestion des privilèges est faite utilisateur par utilisateur ou via des groupes types d'utilisateurs? Alors en général, on peut faire de la gestion par utilisateur, ce qui peut être fait à petite échelle. À grande échelle, on va souvent être par type de profil. Typiquement, les administrateurs réseau, les populations métiers, les développeurs vont avoir des besoins spécifiques à leur catégorie d'utilisateurs, ce qui fait qu'on va plutôt définir des profils larges sur la base d'Active Directory, sur la base d'annuaire, etc. Mais en général, c'est par population. Bonjour Philippe, Digidemis. J'avais une question sur effectivement les prestataires. Donc j'ai vu que c'est une solution qui peut autoriser ou non les prestataires. Est-ce qu'elle permet aussi de donner ces autorisations dans un temps, de borner l'autorisation sur un temps défini? Ouais, donc pour ceux qui ont entendu, la question c'est est-ce qu'on peut donner des droits sur un temps donné? Oui, tout à fait, ça peut être via des workflows d'approbation. Donc une personne qui n'a pas de droit va pouvoir les demander via un outil ticketing, via un outil mail, etc. Des droits pendant une durée de quelques heures, quelques jours. C'est des choses qui vont être possibles. Donc ça va être une configuration à prévoir au préalable pour donner des droits d'1 heure, 2 heures, etc. Mais tout à fait, c'est également possible.